Bienvenue au premier lundi de la mer de 2015. Donc on vous a préparé un programme pour les 6 premiers mois de l'année, donc jusqu'en juin. Programme qui est disponible déjà en ligne. Pour ceux qui l'ont peut-être déjà découvert, je vous ai mis un petit extrait là-bas parce qu'il va la version papier, ce sera cette semaine, donc ça ne va pas tarder. Donc 6 rendez-vous par mois, comme d'habitude, ça ne change pas, sur des thématiques évidemment liées au maritime. Alors pour commencer la série, ce soir, Quentin Lebras, qui travaille au pôle halieutique d'Agrocampus Ouest, va vous parler des algues et de la filière des algues. Donc on va nous expliquer de la filière de la production à la consommation. Donc je vous souhaite une bonne conférence. Oh, j'ai oublié de vous dire, une petite dégustation est prévue à la fin de la séance. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Quentin Lebras, je travaille au pôle halieutique d'Agrocampus Ouest. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour cette conférence donc, intitulée « Les algues alimentaires de la mer à l'assiette ». Je suis ingénieur agronome spécialisé en halieutique, c'est tout ce qui est en lien avec la gestion et l'utilisation, on va dire, des produits de la mer. Voilà, et dans le cadre de nos recherches, notamment dans le cadre du projet Idéalgues, le pôle halieutique est amené à travailler sur la thématique des algues alimentaires. C'est pourquoi je suis ici ce soir. Alors, ma présentation va suivre le plan suivant. Après une rapide introduction, je vous parlerai des algues de manière assez générale, les algues dans le monde, avec quelques éléments sur l'histoire des algues, quelques chiffres clés aussi de la production au niveau mondial, européen et français, et les différentes utilisations possibles de ces algues au niveau mondial. Alors, cette première partie a pour objectif de recentrer, enfin de donner un cadre à la suite de ma présentation et donc à recadrer tout ça sur les algues alimentaires en France, étant donné que c'est la thématique principale qu'on traite au sein d'Agrocampus Ouest, dans le cadre du projet Idéalgues qui a pour objectif de dynamiser, on va dire, la filière des algues dans sa globalité. Nous nous concentrons, nous, uniquement sur la partie alimentaire. Donc je vous présenterai ensuite une étude de consommation qu'on a réalisée, ainsi qu'une étude de marché. Voilà, alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une algue ? C'est une question assez compliquée, étant donné la diversité des algues. Les algues, ce sont des végétaux primitifs qui réalisent la photosynthèse et qui ont besoin d'eau pour croître et se reproduire. Alors il faut savoir que les algues sont classées en différentes catégories. Les algues vertes, que vous devez bien connaître, les algues bleues, les algues rouges et les algues brunes. Et au total, on a au moins 30 000 espèces qui existent sur Terre, ce qui est assez énorme, dont 700 rien qu'en Bretagne. Pas de problème. Voilà. Et finalement, malgré des ressemblances entre ces différents groupes, entre les algues rouges, les algues vertes et les algues brunes, d'un point de vue génétique, métabolique et surtout d'un point de vue de l'évolution, ces différents groupes d'algues sont très éloignés entre eux. Voilà pour cette rapide introduction. Alors il faut savoir que toutes les populations littorales ont eu recours, au cours de leur histoire, à l'utilisation d'algues, que ce soit pour la médecine, l'alimentation ou même l'agriculture. Par exemple, en Asie, on a retrouvé des traces d'utilisation d'algues jusqu'à 2800 ans avant Jésus-Christ dans le Pencao chinois. C'est le plus ancien livre de médecine qui a été retrouvé en Asie. Et ce livre contient un chapitre entièrement dédié aux algues. Un autre exemple, toujours en Chine, alors un écrivain donc a écrit 600 ans avant Jésus-Christ, certaines algues sont les seuls mets dignes de la table d'un roi, ce qui montre en fait l'ancrage historique des algues dans les coutumes asiatiques, ainsi que le prestige de ces denrées-là. Il faut savoir que le nori est cultivé en Asie depuis plus de 2000 ans, donc ce qui montre vraiment cet ancrage dans la culture asiatique. En France maintenant, bien qu'on ait retrouvé des traces d'utilisation des algues avant le XVIIe siècle, pour la consommation humaine, alors
de manière très localisée et puis uniquement pendant les périodes de famine, de disette. Donc, les algues pouvaient aussi être utilisées pour l'alimentation du bétail comme amendement, donc un lien assez fort quand même avec l'agriculture, pour se chauffer ou bien fabriquer des matelas par exemple. Mais en fait, on a trois périodes d'intensification des récoltes. Alors la première période se situe au XVIIe siècle avec l'industrie de production du verre et du savon, c'est-à-dire que ces industries-là avaient besoin de soude pour la fabrication du verre et du savon. Donc. Et une méthode pour obtenir de la soude, c'était de brûler des algues dans ce qu'on appelle les fours à goémon, et les cendres étaient utilisées ensuite pour produire de la soude. À partir du XIXe siècle, on a découvert les bienfaits de l'iode sur la santé humaine, et donc on a une deuxième phase d'exploitation des algues pour l'extraction de cet iode à partir des algues. Donc cette extraction a duré jusqu'au milieu du XXe siècle, et après la Seconde Guerre mondiale, cette industrie a été arrêtée et la quasi-totalité de la biomasse algale a été redirigée vers l'industrie, alors ce qu'on appelle les hydrocolloïdes ou phycocolloïdes. Ce sont des gélifiants qu'on connaît plus sous le terme d'agar-agar. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. En termes de production maintenant, il faut savoir que la production totale d'algues a été multipliée par 10 en l'espace de 40 ans. Donc en 2010, vous voyez, la production atteint 20 millions de tonnes au niveau mondial, dont 95% de cette biomasse est issue de la culture des algues, ce qu'on appelle l'algoculture. Vous avez peut-être déjà entendu le terme. Les 5% restants sont, quant à eux, issus de la récolte en pleine mer dans la nature. Alors les principaux producteurs d'algues au niveau mondial, c'est clairement l'Asie, qui produit la quasi-totalité des algues au niveau mondial, avec 96%. L'Europe représente quant à elle seulement 1% de la production totale. Et on a une répartition équilibrée entre les algues rouges et les algues brunes. Les algues vertes, quant à elles, sont très peu produites et utilisées au niveau mondial. En Europe maintenant, donc je vous l'ai dit, environ 1% de la production totale, soit 250 000 tonnes. Et contrairement au modèle, on va dire, asiatique, qui correspond au modèle mondial finalement, où la production est essentiellement basée sur de la culture, en Europe, on est sur de la récolte d'algues sauvages dans le milieu naturel, quasi exclusivement, il ne faut pas se leurrer. Et les principales algues récoltées donc, sont Laminaria digitata et Laminaria hyperborea, que vous pouvez voir à droite. Les principaux pays producteurs sont la Norvège et la France. En France maintenant, donc on descend encore d'un niveau, la France produit environ 70 000 tonnes d'algues chaque année, avec, comme je vous l'ai dit, 99%, la quasi-totalité de cette production qui est récoltée en pleine mer, majoritairement grâce à la pêche embarquée, grâce à des navires goémoniers. Donc on a une récolte mécanisée des laminaires. Il existe environ 50 bateaux goémoniers en France, principalement dans le Finistère, et deux techniques de récolte possibles. Le Scooby-Doo, qu'on peut voir ici, qui cible Laminaria digitata. En fait, c'est une sorte de gros tire-bouchon qui va aller s'entourer autour des algues et qui va les arracher. Et pour les algues qui sont plus profondes, on a le peigne norvégien qui, en fait, va racler le fond et couper les algues à la base. Voilà, donc la deuxième technique de production est la pêche à pied, la récolte manuelle d'algues de rive pour environ 15% de la production. Alors il faut savoir que cette récolte, contrairement à la précédente qui ciblait seulement 2 espèces, ici on peut aller chercher potentiellement un petit peu toutes les espèces que l'on souhaite grâce à ces 350 récoltants qui travaillent donc en France, principalement en Bretagne. Avec 50 récoltants
professionnels, dont c'est le cœur de métier, qui font ça tous les jours de l'année, et qui ont un statut nouvellement reconnu, et 300 récoltants occasionnels, qui sont, eux, employés directement par les transformateurs, et qui, c'est des missions très ponctuelles. Voilà, un industriel décide de vouloir 10 tonnes de telle algue, donc voilà, il emploie quelques personnes pour aller chercher ces algues particulières. Voilà, il faut savoir que c'est une filière aussi qui est en cours de structuration avec un syndicat, etc. C'est très nouveau. Et donc la dernière technique de production, qui est la culture, qui représente un très faible tonnage, avec donc 5 fermes historiques en Bretagne, principalement en Bretagne Nord et 1 ou 2 en Bretagne Sud. Et on a un engouement pour cette activité qui est assez fort depuis 3-4 ans, c'est assez nouveau aussi, avec de nombreux projets qui se développent en Bretagne, Côte d'Armor, ouais, Ille-et-Vilaine, Côte d'Armor et Finistère. Voilà, donc on a vu la partie production un petit peu, j'espère que ça vous a permis d'avoir quelques chiffres de comparaison. On va voir les différentes utilisations possibles maintenant de ces algues. Alors, il faut savoir qu'il y a de nombreuses utilisations. Alors, je vais les citer assez rapidement. Donc, typiquement, l'agrofourniture pour enrichir les sols, pour nourrir les animaux, mais aussi la cosmétique. On en retrouve dans de nombreux produits cosmétiques. En chimie verte pour extraire des molécules d'intérêt, pour produire aussi de l'énergie, pour se chauffer, de l'électricité, etc. On peut en retrouver dans certains produits pharmaceutiques, pour la production aussi de gélifiants, je vous en ai touché 2 mots tout à l'heure, et enfin pour la consommation humaine. Voilà, donc on va se focaliser sur les algues alimentaires. Alors les gélifiants algaux peuvent faire partie des algues alimentaires ou non. Là je vais en dire quelques mots et puis après on les enlèvera de nos études. Donc voilà, ces gélifiants algaux en fait ce sont des molécules extraites de la paroi cellulaire des algues brunes et des algues rouges et qui ont de la propriété de gélifier des liquides, tout simplement. Donc à partir des algues, on extrait par des méthodes chimiques ces molécules, on les transforme en poudre, et après, cette poudre peut être utilisée dans l'agroalimentaire, en chimie, en pharmacie, etc. Voilà. C'est comme ça qu'on fait les flancs, par exemple. Voilà. Pour les algues légumes, donc, on peut consommer l'algue sous de nombreuses formes, en salade, en sushi, en soupe ou en condiment, par exemple. Et il faut savoir, enfin juste pour indication, la consommation d'algues au Japon est estimée de 7 à 9 kg d'algues fraîches par an et par personne. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Pour comparaison, en France, la consommation de salade est d'environ 7 kg par an et par personne. Donc on a vraiment un équivalent, une consommation à peu près équivalente entre les algues en Asie et la salade en France et en Europe. Voilà, donc juste un petit bilan là sur les utilisations. Au niveau mondial, on a vu tout à l'heure 20 millions de tonnes produites et l'utilisation est pour les 3/4 destinée à l'alimentation humaine directe sous forme d'algues légumes, 12% pour les gélifiants et 12% pour les autres utilisations que je vous ai citées tout à l'heure. En France, on a une utilisation complètement atypique par rapport à ce modèle mondial, avec 75% de la production qui est utilisée pour les gélifiants, 24% pour les autres, et seulement 1% pour l'alimentation humaine directe. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette première partie, qui permet de faire un tour d'horizon, on va dire, de la production et de l'utilisation, c'est qu'on a une culture complètement à l'opposé, on va dire, de celle de la culture asiatique. Alors tout d'abord, l'Asie a une part dans la production mondiale qui est énorme, 96% contre 0,3% pour la France. En termes de tradition d'utilisation, il y a une tradition ancestrale vraiment très fortement ancrée
et dans les traditions en Asie, alors que c'est une culture très jeune en France. En termes de production, l'Asie base toute sa production sur de la culture, alors que nous, on récolte les algues dans le milieu naturel. Et pour l'utilisation aussi, la majorité donc, de la biomasse produite en Asie est consommée sous forme d'algues et légumes, alors qu'en France, on les transforme en gélifiants. Voilà pour cette partie, ce tour d'horizon. On va recentrer le sujet donc maintenant sur les algues alimentaires en France. Comme je vous l'ai dit, notre problématique au sein du pôle halieutique est la suivante. Comment développer le marché des algues alimentaires en France? Et pour répondre à cette question, finalement, on a découpé ce travail en plusieurs thématiques. La première thématique a été celle de la consommation. Pour pouvoir développer le marché, on a essayé de faire un état des lieux de ce qui était fait à l'heure actuelle, donc la consommation, qui consommait, à quelle fréquence, quels produits, etc. On a essayé de faire un état des lieux aussi du marché, à savoir quels étaient les produits existants et les réseaux de distribution associés pour ensuite, dans une dernière partie, essayer de confronter justement la demande et l'offre pour faire des propositions d'amélioration et dynamiser le secteur des algues alimentaires en France. Voilà, donc je vais vous parler successivement de la consommation et du marché. Juste petite précision, on a étudié les macroalgues, donc on a exclu de nos études les microalgues comme la spiruline par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, ainsi que les compléments alimentaires et les gélifiants, qui sont utilisés pour leurs composantes fonctionnelles et pas pour leur qualité organoleptique finalement. Voilà. La salicorne n'est pas une algue, mais une plante marine. Donc elle ne sera pas étudiée non plus. Voilà. Donc tout d'abord, quelle est la consommation? On est parti du constat que la consommation d'algues en Europe et en France était un phénomène tout à fait émergent et qu'il y avait assez peu d'informations sur cette consommation. Pour pouvoir développer justement le secteur, la filière des algues alimentaires en France, il était complètement nécessaire de faire une étude qui serve de base après pour développer le secteur. Donc on a cherché à comprendre qui consommait des algues, quels produits ils consommaient, à quelle fréquence, quelles étaient leurs attentes, leurs motivations et leurs besoins. Pour cela, on est allé rencontrer les consommateurs directement. Et on a réalisé deux types d'enquêtes. Une enquête quantitative, donc une enquête en face à face pour comprendre un petit peu, faire un état des lieux de la consommation, et une étude qualitative à travers des focus groups. C'est en fait des groupes de discussion de consommateurs pour approfondir un certain nombre de sujets, savoir qu'est-ce qu'ils cherchaient à travers la consommation d'algues, quelle était leur vision des produits, l'image qu'ils en avaient, etc. Voilà, donc avant de parler de consommation pure et dure, je voudrais vous présenter les résultats qu'on a eus sur l'image des algues de manière générale. Lorsqu'on demande à la population quelle image... qu'est-ce que vous évoque le terme algue? À quoi est-ce que ça vous fait penser? On a différentes thématiques qui ressortent. La thématique la plus importante est la thématique de la mer et des vacances. La mer parce que finalement la mer est le milieu originel de l'algue, et quand on pense à un objet, on pense tout de suite à son contexte. Donc la mer a été citée très spontanément, ainsi que les vacances, parce que c'est souvent le seul endroit finalement où les gens peuvent voir des algues dans le milieu naturel, à la mer. Voilà, la deuxième thématique est la thématique des usages alimentaires, avec un certain nombre de produits qui ont été cités, comme les sushis, les makis, les salades, etc. Donc avec une orientation très asiatique, j'ai envie de dire, sur des produits japonais par exemple. Et on a aussi une caractéristique qui est assez intéressante, c'est la caractéristique santé. C'est-à-dire que la population a une sorte de... imagine que l'algue est bonne pour la santé.
de manière générale, spontanément, l'algue a une très bonne image. Et en fait, on observe ici un transfert d'image de la part des compléments alimentaires, de l'industrie pharmaceutique, des cosmétiques, qui n'arrêtent pas de vanter justement les bienfaits des algues dans leurs crèmes, dans leurs médicaments. Et donc cette image est renvoyée vers les algues alimentaires, donc ce qui est un plus pour la filière. Seul bémol qui vient entacher finalement ce tableau, cette image des algues, l'image de la pollution à travers notamment les marées vertes. Comme ça. Voilà, donc on va passer à la consommation. Donc dans notre enquête en face à face auprès de la population, on a considéré un consommateur comme étant une personne qui avait consommé des algues au moins une fois dans l'année. Et avec cette définition, on obtient le résultat suivant. 58% de la population consomme des algues au moins une fois dans l'année. C'est un résultat qui est surprenant, mais une fois qu'on détaille un petit peu les résultats, on voit que finalement les principaux produits consommés sont des sushis, des soupes, ou des salades de wakame. Typiquement, c'est les 3 produits phares des restaurants japonais. Donc, la cuisine japonaise est vraiment une porte d'entrée très forte pour la consommation d'algues. Les produits plutôt d'inspiration française, si je puis dire, arrivent quant à eux dans un second temps bien derrière. En termes de fréquence, maintenant, on voit qu'il y a environ un tiers des consommateurs qui consomment des algues au moins une fois par mois, ce qui est quand même assez important. Et en fonction de ce qu'ils consomment et de la fréquence de consommation, on a réussi à déterminer 4 types de consommateurs, 4 classes de consommateurs. Alors, je ne vais pas tous les détailler, mais les plus importants, c'est la catégorie des débutants qui ont une consommation assez peu diversifiée et principalement axée sur des produits japonais et avec une fréquence qui est aussi assez faible. Alors typiquement, si on devait résumer ça, on pourrait les qualifier de petits consommateurs de sushi, sans a priori, mais petits parce que c'est assez peu fréquent et consommateurs de sushi parce qu'ils mangent beaucoup enfin pas beaucoup, mais principalement des produits japonais. Et cette catégorie des consommateurs représente 70% des consommateurs, ce qui est très important. Voilà. Et à l'opposé, on a la catégorie des connaisseurs qui, eux, consomment des produits aux algues très variés, avec une fréquence de consommation qui est aussi importante. Donc finalement, c'est ces connaisseurs-là qui ont intégré réellement l'algue à leur consommation pas quotidienne, mais qui connaissent très bien les algues et qui savent comment les travailler, etc. Voilà. On a demandé aussi aux non-consommateurs pourquoi est-ce qu'ils étaient non-consommateurs, quels étaient les freins à la consommation selon eux. Et on a réussi à avoir, enfin on a vu 2 types de freins possibles, des freins plutôt pratiques en termes d'accessibilité, c'est-à-dire les gens n'y pensent pas forcément, ils connaissent pas les produits ou alors ils sont pas forcément disponibles en magasin. Et la deuxième catégorie, c'est plutôt une catégorie de freins psychologiques, une certaine appréhension par rapport à ces produits-là, une crainte du goût ou une appréhension, une mauvaise image des algues alimentaires. Et si on regarde la différence entre les consommateurs et les non-consommateurs, on voit que l'appréhension est 2 fois plus importante chez les non-consommateurs que chez les consommateurs, ce qui paraît à peu près normal. C'est-à-dire que les consommateurs ont déjà fait une première expérience de consommation et finalement, à travers cette première expérience de consommation, on a un abaissement du frein psychologique de cette appréhension-là. Voilà. Donc si on doit résumer cette partie sur l'étude du consommateur, il faut savoir donc que un peu plus de la moitié, enfin on va dire la moitié de la population consomme des algues alimentaires, mais principalement à travers des produits japonais, sushi, soupe miso, salade de wakame. Et on a identifié des profils de consommateurs assez variés.
chez les non-consommateurs, maintenant, ce sont des personnes qui sont assez peu attirées par les produits japonais. C'est quelque chose qu'on a vu, qu'on a découvert à travers les focus group, les groupes de discussion. Quand on discutait avec eux, bon, voilà, les produits japonais, c'est clairement pas ce qui les intéressait. Et puis, de manière assez logique aussi, la mode des produits japonais est en place, on va dire, depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, on peut trouver des sushis dans le moindre hypermarché. Donc, s'ils avaient été intéressés par ce genre de produits, ils y seraient déjà allés, quelque part. Voilà. Et donc, les freins à la consommation qu'on a identifiés, l'accessibilité principalement, et l'appréhension. On a aussi identifié un besoin d'accompagnement des non-consommateurs pour leur présenter les produits, leur faire connaître. Voilà, comment est-ce que c'est produit, leur décrire, etc. Et leur faire déguster pour justement diminuer cette appréhension sur les algues alimentaires. Et finalement, si on se pose la question quel sera le consommateur de produits français, de produits aux algues français de demain, on a deux sources potentielles de consommateurs. Des consommateurs de produits japonais actuels qui pourraient avoir envie de diversifier un peu leur consommation, de produits nouveaux, de produits voire plus locaux. Et on a aussi les non-consommateurs qui sont... Donc dans l'enquête consommateur, on leur a demandé s'ils étaient prêts à goûter, à manger des produits aux algues. Et 89% d'entre eux se disent prêts à goûter des produits aux algues. Donc on peut les considérer finalement comme des consommateurs potentiels, si tant est qu'on les accompagne un petit peu et qu'on leur propose aussi des produits qui leur conviennent et qui sont adaptés à leurs souhaits. Voilà. Pour la partie consommation. Maintenant, on va passer à la partie sur le marché. On se demandait, en fait, au début de notre étude, quel était l'état du marché actuel des produits aux algues en France. C'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement quels étaient les produits proposés, ni où est-ce qu'on pouvait les trouver. Donc finalement, on a mis en place 2 études pour répondre à ces questions. Quels sont les produits qui existent et quels sont les circuits de distribution associés, pour mieux comprendre cette dynamique de marché. Et pour cela, on a réalisé un catalogue des produits existants, en se basant principalement sur l'offre numérique par Internet. Aujourd'hui, on peut avoir accès à de nombreux produits. Et on a réalisé une étude au niveau national. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, pour cartographier les réseaux de distribution, voir qu'est-ce qu'on peut trouver, où, à quel prix, etc. Voilà. Donc en termes de produits, tout d'abord, il faut savoir qu'il existe finalement 2 marchés complètement distincts et non communicants. Tout d'abord, le marché des produits d'inspiration asiatique qui répondent à un contexte de consommation de produits exotiques, avec donc les sushis, soupes et salades de wakame en produits phares. Et d'un autre côté, on a les produits plutôt d'inspiration française. Ce sont des produits qui sont adaptés à notre culture culinaire occidentale et qui ont des usages très variés. On peut retrouver des produits aux algues allant de l'apéritif au dessert, et on peut en faire beaucoup de choses. Donc plus de 400 produits ont été répertoriés, 400 produits d'inspiration française. Je vais vous montrer quelques photos après. Et donc ces produits sont majoritairement transformés en Bretagne. Voilà, donc on va faire un focus sur les produits d'inspiration française qui nous paraissent les plus adaptés pour développer cette filière des algues alimentaires en France. Donc je vous l'ai dit, des produits aux algues, on peut en trouver à l'apéritif, pendant le repas, même pendant les desserts, enfin au dessert. Mais on a aussi donc des algues brutes. Les algues brutes, c'est finalement le cœur de l'offre des produits aux algues aujourd'hui.
c'est les produits qu'on va retrouver de manière la plus importante, et on peut le retrouver sous différentes formes. Des algues conservées dans de l'eau de mer, on peut retrouver des algues séchées, entières, ou en paillettes. À l'apéritif, on peut avoir des biscuits apéritifs, des tartinables, de la bière par exemple, ou des tartinables, donc je crois que c'est ce qu'on dégustera ce soir. Des tartares, c'est ça, des tartares. Voilà. On peut retrouver aussi des pâtes, du riz, des salades, des soupes, etc. Et en condiment, par exemple, du sel aux algues, de la moutarde aux algues, du vinaigre même aux algues ou des sauces. Voilà. Juste pour avoir une petite idée de tout ce qui peut potentiellement être fait avec les algues. Concernant les espèces, il y a 21 espèces autorisées à la consommation en France, mais sur ces 21 espèces-là, globalement, il y en a 6 qui font 99% du marché. Donc c'est les plus connues et les plus importantes. Il y a le kombu, le wakame, le nori, la dulse, la laitue de mer et le haricot de mer. Chacune de ces espèces a ses caractéristiques organoleptiques, donc un goût particulier, une texture particulière. Donc c'est intéressant de les travailler. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir sur ces produits-là, c'est qu'il y a bien 2 marchés distincts. Le marché des produits exotiques, le marché des produits d'inspiration française, avec une très grande variété de produits. Voilà. Et finalement, on s'est posé la question de savoir comment ces produits-là étaient distribués. Ce qui paraît assez important parce qu'on a vu dans l'enquête de consommation que l'accès à ces produits était un frein pour les non-consommateurs parce qu'ils ne savaient pas vraiment où les trouver. C'est pour ça qu'on est allé en magasin vérifier, voir ce qui était disponible. On a donc réalisé ce qu'on appelle une analyse de linéaire. Alors c'est un mot compliqué pour pas grand-chose. Ça permet de cartographier la distribution. On va directement en magasin, voir ce qui est disponible et on prend après toutes les références, la marque, le produit, le nom du produit, le prix, etc. Les espèces utilisées. On a ciblé 7 types de magasins différents qui sont marqués là. Les chaînes de magasins bio, les magasins indépendants bio et diététique. Là, il y a une différence finalement de taille des magasins. Les épiceries fines, les magasins asiatiques, les hyper et supermarchés et enfin les poissonneries. Alors, une des limites de cette étude, c'est qu'il n'y a aucune donnée monétaire ou volumique. On va simplement en magasin, se rendre compte si le produit est présent ou non. Et on ne sait pas combien de produits a été vendu, etc. Et cette étude ne prend pas en compte la vente en ligne, mais la vente en ligne a été prise en compte à travers le catalogue. Bon, je vous passe les détails. Les principaux résultats. Donc, sur 111 magasins visités à travers la France, on a référencé 746 produits en magasin. Sur ces 746 produits, un peu plus de la moitié étaient des produits d'inspiration asiatique, avec les principaux produits donc, qui sont des feuilles de nori, des soupes miso ou des sushis, comme on l'a vu précédemment. Et les réseaux de distribution associés à ces produits-là sont les magasins asiatiques, les hypermarchés et les supermarchés. Et enfin, un peu moins de la moitié des produits référencés étaient des produits d'inspiration française, avec principalement des algues brutes, sèches ou fraîches, des tartinables et des condiments. Donc c'est les 3 catégories de produits les plus représentées en magasin. Et les circuits de distribution associés sont clairement orientés vers le bio, avec les chaînes de magasins bio logiques et les magasins indépendants diététiques et biologiques. Et un petit peu les épiceries fines aussi, mais ça j'en dirai 2 mots juste après. Au niveau de la répartition géographique,
alors je ne sais pas si vous avez vu sur la carte tout à l'heure, on est allé à Lille, à Bordeaux, à Montpellier. Enfin, on a fait 7 zones différentes à travers la France et on a observé une très forte hétérogénéité finalement de l'offre, avec une prédominance de Rennes et Paris, avec un nombre de produits présents en magasin beaucoup plus élevé sur ces 2 villes-là. Alors il faut savoir que les épiceries fines, c'est un cap particulier, donc on a retrouvé des produits aux algues uniquement à Rennes et à Paris. Les épiceries fines se spécialisent finalement dans la tradition culinaire régionale et locale. Donc ça paraît assez logique de retrouver des algues à Rennes et pas à Strasbourg. Voilà. Et à Lille aussi, on a une zone de très très faible consommation de produits aux algues. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu à travers l'enquête de consommation. Mais en termes d'offres, la zone de Lille est aussi très très mal desservie. Alors, qui de l'œuf ou de la poule, je ne sais pas si c'est le marché qui influence la consommation ou la consommation qui influence le marché, je ne peux pas dire. Voilà, bon là juste pour noter que 2/3 des produits d'inspiration française identifiés étaient labellisés bio, ce qui est en lien aussi avec les réseaux de distribution, ça paraît assez cohérent, contre 3% des produits d'inspiration asiatique. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette partie sur le marché, c'est que le marché est complètement scindé en 2 parties différentes, avec des produits complètement différents en termes d'image. L'image des produits est complètement différente entre les produits d'inspiration asiatique et les produits d'inspiration française. Les produits intrinsèquement sont aussi complètement différents, et ces segments de marché ont leur secteur, une distribution qui est aussi bien particulière. Voilà, sur les produits d'inspiration française, on a vu qu'ils étaient très diversifiés. Là, je vous invite à aller voir le catalogue qu'on a mis en ligne sur le site du pôle halieutique. Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. Et on a vu que les magasins biologiques étaient le principal canal de distribution de ces produits d'inspiration française, avec une part importante de produits labellisés bio. Et fait important, on a une très très faible importance, voire quasi inexistence des poissonneries traditionnelles dans la distribution de ces produits aux algues. Voilà, je peux le dire maintenant. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc une très faible distribution des produits aux algues dans les poissonneries, alors qu'en fait, on l'a vu dans l'enquête de consommation, on a un lien qui est vraiment très très fort entre la mer, donc les produits de la mer et les algues. Et qui est-ce qui vend des produits de la mer finalement? C'est bien le poissonnier. Et on observe ici une incohérence finalement entre la demande le consommateur souhaiterait réellement acheter des produits aux algues chez son poissonnier, alors que le poissonnier n'en vend pas, clairement. Voilà, donc en conclusion générale, je voudrais insister, et là je pense que vous sortirez d'ici, vous aurez compris qu'il y a une différence très nette entre les produits d'inspiration japonaise et les produits d'inspiration française, qui suit en fait toute la filière, c'est-à-dire en termes de production, d'utilisation, on a des différences de culture fondamentales entre la France et l'Asie. En termes de consommation aussi, on a une consommation qui est bien particulière pour les produits d'inspiration asiatique, les sushis, etc. C'est une consommation de produits exotiques assez ponctuelle. Et en termes d'offres de produits et de distribution, on a aussi une séparation très nette entre ces 2 types de produits. Et finalement, on en est arrivé à la conclusion que pour développer le secteur des algues alimentaires en France, il paraissait assez invraisemblable de copier le développement des produits d'inspiration asiatique, mais plutôt de tenter de créer en fait chez les Français, d'introduire chez les Français un nouvel aliment, et donc qui est l'algue alimentaire à la française en quelque sorte. Voilà. Et il ressort de ces études quelques points marquants.
Tout d'abord, on a observé de nombreux consommateurs potentiels sur les produits aux algues d'inspiration française. Tout d'abord, des consommateurs qui voudraient changer un petit peu du classique sushi, soupe, salade, mais aussi des gens qui souhaiteraient se mettre aux algues, mais qui ne sont pas vraiment intéressés par des produits japonais. Donc, ces consommateurs potentiels pourraient, on va dire, passer la barrière, enfin passer le pas du premier achat, si tant est que les produits qui sont proposés sur le marché soient adaptés à leurs demandes et à leurs attentes. Il y a aussi un besoin d'accompagnement qui est très fort en termes de communication, de visibilité des produits, et il faut voilà, présenter le produit, si possible le faire déguster, etc., pour abaisser le frein psychologique et faciliter l'acte d'achat et donc le développement de la consommation. Et donc je l'ai dit tout à l'heure, le rapprochement des produits de la mer avec l'univers le rapprochement des algues avec l'univers des produits de la mer, notamment en poissonnerie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez retrouver l'intégralité des résultats que je vous ai présentés là sur le site internet du pôle halieutique à l'adresse suivante. Merci de votre attention. J'espère que vous avez plein de questions. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi une vingtaine d'algues sur les 30 000 qui existeraient à peu près? Pourquoi que 20? C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que dans la loi française, en fait, pour autoriser un aliment à la consommation, il faut qu'il y ait un historique de consommation. C'est-à-dire qu'il faut que le produit en lui-même ait été consommé avant... Enfin, qu'on ait des preuves de consommation avant 1990, je crois, de mémoire. Et donc pour un certain nombre d'espèces, il est complètement impossible de prouver qu'il y a eu une consommation d'algues avant 1990. C'est une question législative. Oui. Elles ne peuvent pas éventuellement être introduites. Alors, sur quelles conditions? C'est une très bonne question. Si on arrive à prouver que l'algue a été consommée avant 1990, je ne suis pas sûr sur la date, mais c'est dans ces eaux-là, l'algue passe automatiquement, j'ai envie de dire, enfin elle est automatiquement autorisée à la consommation. Si on ne peut pas prouver qu'elle a été consommée avant 1990, ça rentre dans une nouvelle loi qui est la loi Novel Food, qui implique en fait de faire de nombreux tests. Un dossier énorme au niveau européen pour autoriser à la consommation, avec des tests nutritionnels, de toxicité, etc. Donc c'est très très compliqué. À part l'intérêt gustatif, je voudrais bien savoir que, par exemple, si on prend un Fucus vesiculosus, qu'est-ce qu'il y a dedans? Glucides, lipides, protéines, vitamines, etc. Est-ce que ça a été fait déjà? Oui, alors, c'est pas nous qui étudions ça. J'avais préparé un peu la question, parce que je savais que... donc ici, vous avez les caractéristiques nutritionnelles moyennes. Alors je dis bien moyen entre différentes espèces d'algues, parce que chaque espèce d'algue a sa composition particulière. Je ne les ai pas toutes ici, par contre vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur la composition des espèces sur le site internet du CEVA, qui est le centre d'études et de valorisation des algues à Pleubian. Et ils ont mis en ligne énormément de documents concernant la composition des espèces. Voilà. Oui, vous nous parliez d'un engouement réel là, depuis 4-5 ans sur plusieurs fermes et sur plusieurs projets. Oui. Quels sont les objectifs de ces projets? Il y en a un, par exemple, là, qui est en train de se développer au large de Moëlan, 300 hectares d'algues. Oui. Bon, on voit bien que pour ce qui est de la consommation, c'est pas gagné. Oui. On voit pas bien ce qui les attire.
d'un point de vue du Oui, produit. oui, je comprends tout à fait votre question. Alors après, je ne suis pas dans les petits papiers, on va dire, des dirigeants qui ont créé ces cultures-là, donc je ne peux pas vous dire ce qu'ils ont derrière la tête. Après, l'objectif, c'est de développer cette activité d'algoculture. Il me semble que sur le projet que vous citez, c'est de la Saccharina latissima qui est envisagée. Bon, Saccharina latissima, pour l'instant, en alimentaire, elle est quasiment pas utilisée. Clairement, on trouve très peu de produits avec de la Saccharina latissima. Après, ça peut être utilisé pour produire de l'énergie, ça peut être utilisé en cosmétique, en pharmaceutique. Enfin, je peux pas vous répondre en fait. Seul le dirigeant pourrait vous répondre. Je n'en sais pas plus. Désolé. Et je rebondis sur la question. Et les conditions de mise en culture, puisqu'on voit bien que c'est 95% de la production mondiale, ouais. Ça se passe comment ailleurs, dans les pays asiatiques? Concrètement, c'est une très bonne question. J'ai jamais étudié les demandes d'autorisation de mise en culture en Asie, mais je pense que c'est beaucoup moins complexe que chez nous, étant donné, forcément, c'est historique. Hein, je vous l'ai dit, le nori est cultivé depuis plus de 2000 ans en Asie, donc ça doit être beaucoup plus facile pour eux. Il doit y avoir beaucoup moins de contraintes à la fois sociétales, parce qu'il y a aussi un frein en France au développement de la culture d'algues. Et en termes d'autorisation, j'imagine que c'est beaucoup plus simple aussi. Mais ceci dit, ils arrivent à leurs limites. Hein. Aujourd'hui, quand on voit les quantités qui sont produites en Asie, la moindre parcelle potentiellement exploitable est aujourd'hui exploitée. Moi, je pensais surtout en termes d'impact environnemental, par exemple. Ah, ça... je sais pas trop. Je sais pas trop. Après, tout dépend. Si on reste sur de la culture, entre guillemets, naturelle, enfin, de toute façon, c'est de la culture en mer. Donc, c'est difficile, on va dire, d'apporter de l'azote, etc. Parce que finalement, tout s'en va, c'est un milieu ouvert. Mais en termes d'impact environnemental, s'il n'y a pas ajout de pesticides, etc., parce qu'aussi il y a ce problème-là sur de la monoculture, on peut avoir des problèmes de parasitisme, de développement de maladies, etc. Et dans ce cas-là, comment traiter en milieu ouvert sans impacter fortement l'environnement, etc. Là, je m'avance un peu sur des sujets qui ne me sont pas familiers, en fait. Oui, moi j'ai retenu 2 chiffres qui m'ont surpris d'ailleurs. Vous avez noté, en France, les 2 tiers de nos produits vendus sont classés bio. Oui. Et les produits asiatiques, on ne retrouve que 3%. Alors, oui. Je ne comprends pas, parce que, en principe, la mer, elle est bio. Tout à fait. À part peut-être au Japon à l'heure actuelle où il y a certains problèmes. Mais comment on peut expliquer cela? Alors, c'est vrai que j'aurais dû le préciser, je pense, dans mon intervention. Il est à l'heure actuelle, depuis 2009, je crois, ou 2011, possible de labelliser des algues avec le label bio européen. Il faut savoir que cette labellisation est faite sous un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire que pour pouvoir labelliser des algues bio, il faut que la qualité des eaux soit reconnue comme étant très bonne, globalement, et qu'il y ait un classement sanitaire des zones conchilicoles. Alors, je ne sais pas, bon, peut-être ça parlera à certains d'entre vous, mais le littoral est découpé en certain nombre de zones conchilicoles qui sont classées en A, B, C. Et donc pour obtenir le label bio, il faut que la zone en question, là où est récoltée l'algue, il faut que la zone soit classée en A. Donc ça, quelque part, ça prouve que la qualité des eaux est très bonne, et c'est pour ça que c'est qualifié de bio.
Enfin, c'est qualifié, c'est labellisé, hein, c'est un document européen qui fixe les conditions de... Alors, le fait de labelliser des algues bio engendre forcément le fait qu'il y ait des algues non bio. Alors, ces algues non bio, c'est pas forcément qu'elles sont mauvaises ou qu'elles sont cultivées dans des zones polluées, hein, de manière générale, non, d'ailleurs. Mais par exemple, il existe certaines zones où il n'y a pas de classement sanitaire des zones conchylicoles. Et s'il n'y a pas de classement sanitaire des zones conchylicoles, c'est au producteur qui doit payer de sa poche une série d'analyses des eaux pendant une durée de 2 ans, je crois, pour prouver qu'effectivement la qualité sanitaire des eaux où il récolte est bonne. On est sur des entreprises qui sont familiales, généralement de taille assez restreinte, et qui n'ont pas forcément le budget pour faire toutes ces analyses-là. Donc, à défaut, ces zones sont classées non bio. Voilà. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec les problématiques que rencontrent les conchyliculteurs dans leurs exploitations, est-ce que justement cette filière algues pourrait être pour eux une certaine forme de diversification de leur activité et peut-être justement de répondre à un nouveau marché? Première question. Deuxième question, et j'arrêterai après. Effectivement, de par mon métier de guide littoral et d'accompagner des gens sur l'estran, pour leur faire découvrir autrement et avoir un autre regard sur les algues que ces marées vertes. J'ai très très souvent aussi le retour de ces personnes, de ces visiteurs avec moi qui me disent « mais c'est quand même très cher ». Les produits aux algues sont très chers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient faire notre propre démarche pour venir faire nos petites collectes personnelles, parce que c'est aussi une économie d'argent monétaire, mais aussi de se dire qu'on va pouvoir manger sainement. Mais j'ai très 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 souvent cette remontée en me disant mais c'est presque des produits inabordables. Alors, je vais répondre à votre première question. J'espère que je me souviendrai de la deuxième, sinon vous me la rappellerez. Une diversification possible pour les conchyliculteurs. Ça a été envisagé. Alors en lien avec donc, comme vous l'avez dit, la crise des mortalités des huîtres, etc. Cependant, c'est assez compliqué, étant donné qu'actuellement, les principales espèces qui sont cultivées en France sont des espèces qui sont immergées la totalité en fait, de l'année. Pour la totalité du cycle. Donc, et a fortiori, les zones conchylicoles sont souvent émergées. Enfin, émergées 12 heures sur 24. 6 heures, pardon. Donc, ça pose un problème. Non, plus sérieusement, ça pose un problème, on va dire, technique pour la culture de ces algues. Après, il existe un certain nombre d'espèces qui peuvent supporter l'immersion, on est d'accord, comme le nori par exemple, et il existe des tests actuellement en cours avec le CEVA en collaboration avec des conchyliculteurs de Cancale pour essayer de développer justement cette culture de nori sur l'estran, sur des poches laissées vides par les conchyliculteurs, etc. Alors, aux dernières nouvelles que j'ai eues en octobre, la saison 2014 avait montré des résultats assez intéressants. Après, il faut voir d'une année sur l'autre aussi si ça fonctionne ou pas. Et donc, deuxième élément de réponse, les algues, c'est cher. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que en fait, toutes les algues qui sont destinées à la consommation, ce sont des algues qui sont récoltées à la main par des professionnels. Donc c'est un métier qui est rude, éprouvant. Et il faut savoir aussi que ce sont des algues sèches. Donc pour 100 grammes d'algues sèches achetées, finalement ça représente 1 kg d'algues fraîches. Donc il y a une première transformation de séchage, souvent de broyage. Et c'est en fait le côté artisanal de la chose qui fait qu'on se retrouve avec des coûts d'exploitation assez importants, d'où un prix de vente élevé. Mais c'est vrai que c'est quand même assez onéreux. Ouais. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Moi, je voudrais que vous nous parliez un petit peu des micro-algues. Oui.
c'est possible. S'il y a des On peut essayer. cultures sous serre. Oui. Et puis peut-être êtes-vous au courant de cultures à domicile maintenant? J'ai Par la vu voie ça bleue. sur Internet, oui. Alors, les microalgues, je vais pas trop m'avancer parce que c'est pas mon sujet de prédilection. Après, je connais un petit peu. Les deux principales algues qui sont cultivées, les microalgues qui sont cultivées en France, c'est la spiruline, premièrement, et la chlorelle. La spiruline, c'est vrai qu'il y a de nombreux sites de culture en France. Donc c'est des cultures en bassin généralement, sous serre, comme vous dites, qui produisent une pâte après de qualité qui est séchée, soit réduite en poudre, soit en comprimé, et qui sert de complément alimentaire, qui a un apport très intéressant nutritionnellement parlant, effectivement. Ce que vous disiez, la culture à domicile, c'est encore sous forme de projet, et c'est une jeune entreprise qui a créé je sais plus comment il appelle ça, la voie bleue. Ouais. Et c'est une entreprise qui est très intéressante. C'est une réelle innovation dans le secteur des algues, effectivement. Mais Parce que la spiruline n'est pas simplement un complément alimentaire. Ça peut être une alimentation pleine. ça peut être une alimentation. Une alimentation complète. Manger que de la spiruline. On peut se nourrir que de spiruline. Ah oui. Bon, c'est peut-être un petit peu oui. frustrant. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Et il faut savoir que la spiruline, en fait, le développement de la culture de spiruline avait été imaginé à la base pour répondre à la faim dans le monde et à la malnutrition en Afrique notamment. Si j'ai bien compris, l'Asie produit 95%, la France 5%. On a un potentiel de production. Est-ce que ce n'est pas un marché d'exportation vers l'Asie? Puisque vous nous avez dit que ils étaient à saturation de production. On a un potentiel de production, notamment en Bretagne. Est-ce qu'on ne peut pas orienter vers une production d'exportation? Pour tout vous avouer, c'est la première remarque que je me suis fait en arrivant sur le poste où je suis actuellement. J'ai étudié un petit peu tout et j'ai dit, mais alors il suffit de les envoyer en Asie, tout simplement. Mais apparemment, ça paraît compliqué. Enfin, ça paraît compliqué. C'est faisable, bien sûr, mais il y a les coûts de transport, il y a les coûts de séchage, les coûts de transport. Et après, il faut apporter une réelle valeur ajoutée à l'algue pour pouvoir rémunérer le producteur. Et donc, il faut vraiment des tailles d'exploitation qui soient énormes pour pouvoir, je pense, rentabiliser la chose. Ça marche très bien avec le chocolat. Avec le chocolat ? Il y a du chocolat à spiruline qui est magnifique. Ah oui, effectivement, j'ai vu ça. Mais c'est assez compliqué. C'est potentiellement, oui. Si on arrive à créer une réelle valeur ajoutée sur le produit en mettant en avant l'origine bretonne, les eaux claires, les eaux saines du Finistère, ou je ne sais pas quoi, un argument de vente qui justifie un prix et qui doit être quand même beaucoup plus élevé que le prix des algues asiatiques. Après, le Japon a un niveau de vie équivalent à la France. Le coût de production au Japon ne doit pas être très très différent. Il n'est pas 10 fois le coût de production. Avec notre réputation culinaire, je pense que ce serait un moyen de développer. Par ailleurs, quelle est, à votre avis, la possibilité de consommation des algues sans le savoir? Est-ce qu'il y a des algues, non pas cachées, mais introduites dans l'alimentation sans qu'on le sache? Tout à fait. Bien que le prix soit rédhibitoire, mais... la partie que je vous ai présentée tout à l'heure sur les gélifiants algaux, il y en a partout. Partout. Du jambon, il y en a dans pas quasiment tous les aliments, mais dans énormément d'aliments. C'est le logo, c'est
un additif représenté par le logo E400, E407, je crois. E407, c'est ça? Non. Et donc potentiellement, il y en a dans énormément de produits agroalimentaires. Les produits laitiers, les produits reconstitués, la viande, le surimi, etc. Il peut y en avoir. Et je continue le raisonnement. L'origine de ce produit E407, oui. Il est importé, je suppose? On en produit en France. On en produit beaucoup en France. Après, le marché mondial est fait de telle sorte que chacun apporte sa petite brique et puis après, c'est aux entreprises de décider si... non, bien sûr, mais le constat, c'est importé ou c'est pas... Comment savoir? Je peux pas. Je peux pas vous dire. C'est ça qui est intéressant, quoi, parce qu'il y en a beaucoup. Et dans les yaourts, dans les... Je crois qu'on importe 70 000 tonnes. On en produit 70 000 tonnes et on en importe autant. D'accord, donc c'est moitié-moitié. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que il y a un rapport d'expertise qui a été remis au ministère de l'Agriculture et au ministère de l'Environnement en 2012 sur le développement de la culture alimentaire d'algues en Bretagne, qui déconseille fortement de se caler sur l'export, puisqu'on doit être aujourd'hui à 1 000 € la tonne. Et puis le troisième point là que je voulais faire, la troisième remarque, il y a une tentative d'apporter une activité en complément, voire même en remplacement chez les ostréiculteurs, parce qu'ils sont touchés par une mortalité importante des naissins. Et les deux exemples qu'on a sur l'Octudie, qui s'est mis en route il y a 2 ans, hein, entre l'Octudie et l'Esconil, et le projet de Moëlan, portés tous les deux par la société Algolesco et Bamejo, sont des projets de remplacement d'activité. Enfin, le porteur de projet dit voilà, moi je ne sais pas ce qui se passera pour les huîtres que j'exploite, compte tenu du niveau de mortalité. Et là, on n'est pas du tout sur une culture sur l'estran, on est une culture en mer, en corde, immergée. Là, c'est vraiment de la culture en mer. Et on relève les cordes, en fait. Et donc, Ifremer, d'ailleurs, a donné son aval, sa caution. Bon, ça, c'est une autre question. Oui, bonsoir. Juste un petit complément d'information sur l'algue légume. Donc, il y a des projets en cours en ce moment qui sont labellisés par le pôle Valorial et par le pôle mer, qui visent en effet à identifier les 12 espèces qui sont réglementées mais qui sont propres à la consommation, que l'on peut aujourd'hui rentrer en tant que condiment, mais aussi en tant que légume dans l'alimentation humaine. Ce test vise à identifier les différentes voies de valorisation potentielles, avec derrière un cluster d'industriels qui sera en effet... qui regroupe des transformateurs, mais aussi des producteurs. Donc on retrouve les gens comme les légumiers de la mer, qui visent en effet à créer un réel potentiel de production sur la Bretagne et d'exploiter les côtes, qui aujourd'hui sont tout à fait propices et propres à pouvoir développer des algues de consommation réglementées. Voilà. Premier élément de réponse. Et puis, sauf erreur de ma part, je pense que je parle sous contrôle de Pascal, mais on est quand même un très gros producteur de gélifiants en Europe. Avec la Norvège, oui. Bonsoir. Je voulais poser la question à partir de l'historique que vous avez fait, qui montrait qu'on utilisait les algues autrefois dans la nourriture animale. Je voulais vous demander, là, si en Bretagne, on envisage cette solution aussi. Enfin, si la culture pourrait permettre justement d'alimenter les animaux. Ce serait peut-être préférable que d'importer du soja d'ailleurs. Oui, bien sûr. Il y a un certain nombre de projets et d'entreprises qui utilisent cette biomasse d'algues pour créer des aliments pour les animaux. Après, c'est des entreprises qui se développent effectivement. Notamment, je pense à l'entreprise Allmix, qui est une entreprise bretonne qui s'est énormément développée au niveau national et international à partir de tous pour l'alimentation animale, mais aussi le traitement des maladies des plantes, etc. Donc c'est une source, on va dire,
d'innovation, à la fois dans l'alimentaire, mais aussi dans d'autres secteurs. Donc potentiellement, on peut nourrir des animaux avec des algues, oui. Oui, les courbes de développement de la production que vous nous avez indiquées, oui. Est-ce que ce sont les seuls éléments actuellement tangibles pour pouvoir, disons, justifier d'un engagement effectivement à produire ou à développer ces productions? Et est-ce qu'on a essayé d'analyser quels étaient les freins, si on veut, à la diffusion effectivement de ces produits sur le plan, je pense, alimentaire? Est-ce qu'on a regardé effectivement quels seraient éventuellement les freins dont j'en vois en particulier? C'est-à-dire que les habitudes alimentaires des Français sont établies depuis très longtemps et que ce changement des habitudes alimentaires ne serait pas sans conséquence, je veux dire, sur l'image que peut avoir effectivement la cuisine française. Enfin, et donc, est-ce que de ce côté, les grands chefs cuisiniers français font l'effort qu'il faut pour essayer de valoriser cette consommation d'algues? Oui, l'algue, de manière générale, est assez à la mode dans l'alimentation et dans les réseaux de restaurateurs. C'est un produit qui plaît et qui, voilà, juste on apporte une petite touche d'algue par-ci par-là. C'est quelque chose qui, à la fois d'un point de vue organoleptique, qui apporte un petit plus, mais qui aussi, d'un point de vue de l'image, que transmet justement cette algue, c'est une image de nouveauté, de renouveau, et qui montre aussi l'audace des restaurateurs. Donc ça, c'était le premier point. Concernant l'introduction d'un nouvel aliment dans l'alimentation des Français, ça a été fait par le passé de nombreuses fois. C'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place parce que les freins sont quelque part assez forts. Par exemple, le kiwi. Si je prends l'exemple du kiwi, le kiwi, avant les années 70, je crois, il n'y avait pas de kiwi en France. Personne ne mangeait du kiwi en France. Mais par des efforts de communication, de promotion, expliquer un petit peu, voilà, faire goûter, etc. Enfin, c'est tout un processus en fait d'intégrer un nouvel aliment dans la culture ou dans la consommation des Français. Mais c'est possible. Et ils vont y arriver. Je voudrais revenir juste un petit peu sur la cyanobactérie spiruline. Là. Ça se peut qu'il y ait des consommateurs dans la salle et je voudrais vous mettre en garde. On peut trouver de la spiruline sous forme de gélules en supermarché, par exemple. Ça revient à 1 € le gramme. Donc, voyez-vous, c'est vite fait, hein, 1 € le gramme. Mais regardez bien la composition. D'abord, on ne sait pas où elle est fabriquée, dans quelles conditions. Et il y a là-dedans des adjuvants, de l'amidon, du sucre, etc. Donc, on paye très très cher un produit qui contient un peu de spiruline, alors qu'on peut trouver la spiruline pure fabriquée en France pour 0,13 € le gramme, c'est-à-dire 8 fois moins. Ça, il faut que vous le sachiez, quoi, c'est important. Merci pour cette information. Alors, je vous propose d'arrêter pour les questions, la séance, et puis on va passer à la dégustation, si ça vous va. Merci à tous.